Merci pour votre invitation et merci pour votre accueil. Moi, j'ai conscience, en effet, d'intervenir d'abord après Vincent Ducret, qui, depuis 10 ans, a toujours 10 ans d'avance. Quand nous étions en 2010, il était déjà en 2020 et ainsi de suite. Il nous en a fait la démonstration tout à l'heure. Et comme vous le disiez à l'instant, j'ai aussi conscience de parler après la maire de Washington, D.C., dans une aire urbaine de plus de 6 millions d'habitants, et après le maire de Leipzig qui vient de le rappeler, et agit dans une aire urbaine, lui, de plus de 1,5 million d'habitants. Le point de vue que je voudrais développer devant vous est le point de vue des petites villes de France, puisque l'association que je préside fédère plus de 1500 collectivités qui sont dans une strate comprise entre 2500 et 25 000 habitants. Concrètement, en France, aujourd'hui, si on regarde les communes en dessous de 30 000 habitants, 2 tiers des Français vivent dans ces territoires, c'est-à-dire autour de 45 millions de Français vivent dans ces types de communes. J'exprime mon point de vue aussi au nom de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est un opérateur de l'État, qui est présidé par un élu et qui rassemble l'ensemble des associations représentant les différentes collectivités dans notre pays et qui mène à travers ses programmes, je pense à Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'industrie, France Mobilité et Village d'avenir, un certain nombre de politiques publiques qui cherchent à accompagner le développement de ces territoires, et la question des mobilités apparaît en effet comme étant essentielle. Finalement, on aurait pu, et c'est un grand paradoxe, tout à l'heure, pas être en direct avec la maire de Washington DC, il est un peu tôt, il aurait fallu attendre le début d'après-midi pour au réveil pouvoir avoir son point de vue, ou même avoir une discussion quasiment en direct avec le maire de Leipzig. C'est-à-dire que, et c'est ça ce paradoxe, on est proche de ce qui est très loin aujourd'hui, et on fête cette année les 50 ans du TGV, qui a ramené en proximité, par exemple, Lyon et Paris, ou Lyon et Marseille, ou Marseille et Paris, et pourtant, il existe dans nos territoires des phénomènes quasiment de vallées, où la possibilité d'aller d'une vallée à l'autre, la possibilité d'être dans un territoire périphérique et d'aller vers le cœur d'une métropole ou d'une agglomération apparaît parfois comme difficile. Difficile parce que dans ces territoires, la voiture domine. Dans les zones peu denses, il y a 90% des déplacements qui se font en voiture. C'est une réalité objective. Ce n'était pas un choix. Les habitants de ces territoires se disent pas je préfère rouler en voiture que rouler en transport en commun ou trouver d'autres moyens de déplacement. C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Il y a aujourd'hui dans notre pays 10 millions de Français qui se disent sans alternative à la voiture. C'est une enquête récente de UFC Que Choisir, en novembre 2024, qui rappelle cette situation. Pourquoi c'est un enjeu ? Non seulement parce qu'il faut répondre à ce besoin des habitants, mais parce que quand on regarde les objectifs, et c'était rappelé par la maire de Washington DC ou plus simplement par le maire de Leipzig, quand on regarde les trajectoires pour réduire les émissions de carbone ou même pour réduire les consommations d'énergie, on voit bien que le bâtiment reste en tête, mais le transport, et que si on veut efficacement avoir une action qui porte ses fruits, qui respecte cette trajectoire, c'est dans les territoires périurbains ou peu denses qu'il faut agir aujourd'hui. Je suis assez confiant dans les territoires très denses. D'ailleurs, les exemples que vous avez choisi de montrer apportent cette démonstration. Ça avance et ça avance plutôt positivement dans ces territoires. Par contre, si on n'avance pas dans les territoires peu denses, dans les territoires périphériques, eh bien on n'aura pas atteint les objectifs. 2 tiers des Français, 10 millions sans alternative, c'est là où, si on veut réduire les consommations d'énergie et en même temps les émissions de gaz à effet de serre, il faut agir. Alors on ne reste pas les bras croisés dans des territoires comme les nôtres, d'abord parce qu'il y a des nouveaux outils qui nous permettent d'agir un peu différemment. En 2019, il y a eu la loi d'orientation sur les mobilités qui a permis notamment à des intercommunalités de petite taille de pouvoir devenir des autorités organisatrices des mobilités. Ce que certaines ont pu faire avec derrière, comme autorité organisatrice des mobilités principales, souvent la région avec des stratégies différentes d'une région à l'autre. Ensuite, dans la boîte à outils de la loi d'orientation des mobilités, il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des bassins de mobilité, c'est-à-dire que l'approche
qu'on peut faire des mobilités à l'échelle de ces territoires, elle n'est pas limitée au périmètre administratif. La réalité, nous le savons, les habitants, lorsqu'ils se déplacent, soit pour la formation, pour le travail, pour le loisir ou pour toute autre raison, ne le font pas à l'intérieur même d'un EPCI. On a des découpages administratifs qui ne correspondent pas ni au bassin d'emploi, ni au bassin de vie. Et donc, il faut essayer de construire une logique et une réponse en termes de mobilité qui s'adapte parfaitement à cela. D'ailleurs, ce glissement n'est pas que sémantique, il est essentiel. On ne parle plus de déplacement, on parle de mobilité. C'est-à-dire qu'on pense aussi que, bien évidemment, la mobilité, elle participe également à la construction urbaine. Moreno parle aujourd'hui de la ville du quart d'heure. Souvent, quand cet urbanisme évoque la ville du quart d'heure, on pense tout de suite aux grandes agglomérations, aux grandes villes. La vérité, c'est qu'il y a des expériences aujourd'hui menées dans des villes moyennes sur cette notion de ville du quart d'heure. Et que la mobilité est un des vecteurs qui permet bien évidemment de répondre à cela. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la meilleure réponse à l'échelle de notre territoire par rapport à cet enjeu de la mobilité, il est celui ce que j'appellerais le mixte de mobilité. Vous savez, c'est un peu comme la question énergétique. On a compris il y a une quinzaine d'années de cela que sur l'énergie, il fallait sortir des débats parfois d'un autre âge avec le primat d'une énergie par rapport à une autre. En ce qui concerne la mobilité, c'est un peu la même chose et c'est le sens de votre propos sur la question de l'intermobilité. C'est-à-dire qu'il faut, et modalité, ce qu'il faut au niveau de nos territoires, c'est d'abord qualifier l'ensemble des déplacements et ensuite imaginer tout type de solution qui s'observe de façon très pragmatique. Il peut y avoir des solutions de covoiturage, d'autopartage. Il y a des villes marchables et nos villes, même si elles sont dans des territoires peu denses, ont aussi beaucoup d'occasions de se déplacer, surtout qu'on a un niveau de déplacement dans nos territoires qui est comparable à ceux qu'on peut rencontrer dans les grandes villes, où vous avez des distances qui sont assez réduites, en fait, et des temps de déplacement qui peuvent l'être tout autant. Il y a aussi, bien évidemment, et c'est important, ne pas opposer, ou en tout cas rentrer dans un débat aussi d'un autre âge, entre la route et ce qu'on met sur les routes. Je dis cela parce que souvent, on voit, notamment dans nos territoires, on nous dit qu'il faut surtout éviter d'alimenter ou de conforter ce qu'on appelle la trame viaire, les réseaux de voirie. En fait, la voirie n'est pas l'adversaire. La question de desservir l'ensemble des territoires par raison fin de voirie n'est pas une difficulté. Ce qui compte, c'est ce qu'on met et ce qu'on mettra demain sur les voiries. Vincent Ducré, tout à l'heure, dans sa présentation, montrait des types de véhicules qui peuvent parfaitement, demain, desservir des types de territoires comme les nôtres. Donc ça aussi, c'est un débat qu'il faut parfaitement éviter. Le côté pragmatique, il peut se faire, et il se fait aujourd'hui de plus en plus dans des territoires de notre type, dans l'association qui commence à se faire aujourd'hui entre des grandes agglomérations, des grandes métropoles et des territoires périphériques à travers des outils assez simples que je voudrais évoquer et qui est l'exemple du territoire que j'administre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle l'entente territoriale. L'entente territoriale, c'est quoi? Ça existe en droit français aujourd'hui, ça existe depuis des années. Il y a même une autre notion qu'on appelle le contrat de réciprocité. Ça permet deux collectivités de s'accorder sur une compétence pour travailler ensemble. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle millefeuille, une feuille dans le millefeuille, il ne s'agit pas de créer une nouvelle structure. Il s'agit simplement que deux collectivités peuvent se mettre d'accord, fixer des objectifs et atteindre ensemble ces objectifs en mettant les moyens qu'elles souhaitent consentir pour atteindre ces objectifs. Concrètement, à côté de la communauté commune Caustres-Robert, que je préside, 26 000 habitants, il y a la métropole de Rouen, 500 000 habitants. 74% des actifs de mon territoire vont travailler dans la métropole rouennaise. Mais réciproquement, une grande partie d'habitants, partie en tout cas des habitants de la métropole, viennent aussi travailler dans mon territoire, puisqu'il y a un tissu industriel conséquent, une zone commerciale de plus de 2800 emplois. Et donc, il y a aussi des occasions de faire les déplacements quasiment dans les deux sens. Ce qu'on a choisi de faire ensemble, de façon assez pragmatique, un, c'est de développer le covoiturage. Deux, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse créer des liaisons, notamment cyclables, entre nos deux territoires. Trois, c'est de défendre ensemble la création future de ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service, ou un car express, comme il s'en fait ici dans la région parisienne, par exemple.
3, c'est agir aussi sur le fer. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir sur mon territoire 2 gares. On a un train qui passe et qui s'arrête. Simplement, il faut qu'il s'intègre demain dans ce qu'on appelle les SERM, ces futurs réseaux métropolitains. Ensuite, on a décidé d'agir ensemble aussi sur la question de la congestion et de la congestion urbaine, puisque bien évidemment, en arrivant dans l'entrée de la métropole rouennaise, c'est un peu comme Toulouse, Lyon et d'autres grandes métropoles aujourd'hui, on a la congestion. Et donc tout ce qui concourt à favoriser le covoiturage, l'autopartage, demain des bus à haut niveau de service, concourt aussi bien évidemment à ce que la métropole rouennaise atteigne par ailleurs ses objectifs en termes d'émissions, notamment dans le cadre de la ZFE. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, la métropole rouennaise a diminué ses exigences sur la ZFE, c'est bien parce qu'elle a réussi par ces vecteurs-là à diminuer aussi les émissions à l'échelle de son territoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que ça soit pragmatique. Il faut que ça s'adapte bien évidemment au territoire. Il ne faut pas créer des structures nouvelles. On en a suffisamment aujourd'hui dans notre pays. L'entente territoriale est ce qu'il y a de plus simple pour atteindre ces objectifs aujourd'hui. J'ajoute, parce que c'est aussi un thème, un enjeu que défend l'Hub Institute, c'est la question de la digitalisation. Ce qu'on observe aussi beaucoup dans nos territoires, c'est la recherche de praticité. Il faut que ça soit pratique. La rupture de charge n'est pas une difficulté à partir du moment où c'est pratique. Un exemple, si vous avez un train qui arrive dans les 2 gares de mon territoire, mais qu'en même temps, le bus du réseau interne qu'on a pu créer à l'intérieur de ce territoire, les fréquences ne sont pas réglées en conséquence, on aura raté l'exercice. Et la digitalisation permet aujourd'hui de faciliter cette rupture de charge, de faire en sorte à ce que, de façon assez simple, les administrés, les habitants de ce territoire s'orientent de tel ou tel mode de transport de façon assez évidente. La praticabilité ou la praticité, c'est aussi la question de la tarification. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de l'interopérabilité et de devoir changer finalement de type d'abonnement, etc., etc. Il ne faut pas que la compréhension qu'on peut avoir des abonnements, du coût des tickets, soit compliquée et demande une recherche assez très fastidieuse, etc. Bref, il faut que le côté pratique domine. Il n'y a pas d'enjeu finalement de technologie. Vincent Ducré en a fait la démonstration. Et vous êtes un certain nombre d'opérateurs dans cette salle. Les solutions digitales, elles existent. Les solutions techniques et technologiques, elles existent. Aujourd'hui, il faut simplement qu'on se place du point de vue du citoyen. Il faut qu'on se place de son point de vue pour l'accompagner et l'aider à trouver des alternatives qui soient très simples, vraiment très simples. Et franchement, on a aujourd'hui, grâce à la connaissance plus fine qu'on peut avoir des déplacements à l'échelle de nos territoires, des capacités à faire. Mais ce n'est pas complètement terminé. Et je vous le dis, il y a des enjeux qui restent encore forts, et notamment dans la ruralité. L'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, par exemple, est un des opérateurs qui agit dans le programme intergouvernemental qui s'appelle France Mobilité, où il y a plusieurs enjeux, santé, logement, etc. Mais il y a un enjeu qui est celui de la mobilité. Il y a une enveloppe normalement de plus de 60 millions d'euros qui est dédiée à cet enjeu-là. Aujourd'hui, ça balbutie. On n'a peut-être 300 projets à l'échelle de notre pays qui sont portés, qui peuvent relever de l'autopartage ou des choses de cette nature, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et je vous le dis, on a besoin d'accompagner les collectivités à trouver des solutions opérantes. Il ne faudrait pas que 5 ans, ou un peu plus de 5 ans maintenant, après la loi d'orientation des mobilités, le constat soit fait finalement que personne ne s'est saisi de cette boîte à outils et que les territoires qui ont basculé en devenant autorité organisatrice des mobilités n'arrivent pas à démarrer, parce que la difficulté qu'on peut avoir souvent quand on devient autorité organisatrice des mobilités, c'est de savoir par où on commence, par quoi on commence. Et puis il y a la question bien évidemment des financements à travers le versement mobilité. Là encore, les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. C'est sûr que si vous êtes sur un territoire avec un vrai tissu commercial, un vrai tissu économique et industriel, vous avez des facilités. Il y a là encore, en la matière, des enjeux qui peuvent aussi être portés au niveau des régions. La loi aujourd'hui donne la possibilité à ces régions, à travers le versement mobilité, de trouver des moyens pour développer ces alternatives. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est un message finalement assez optimiste. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas faire.
C'est d'autant plus facile aujourd'hui qu'il y a un nombre d'acteurs qui n'existaient pas il y a 10 ans. Il y a des outils juridiques qui existent et une volonté très forte chez les élus d'arriver à offrir un droit à la mobilité dans les territoires, parce qu'il est aussi, derrière cela, un droit au développement et aussi un moyen de lutter contre un sentiment d'abandon et d'isolement qui peut exister dans les territoires comme les nôtres. Merci de votre écoute.